D'un côté, on a l'histoire de ce simple réceptionniste de nuit travaillant dans un hôtel. Un homme, vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sans aucune formation policière, pas l'ombre d'un insigne, quoi. Non, juste un citoyen tout à fait lambda. C'est ça. Mais avec une patience infinie et une simple connexion Wi-Fi, il parvient à résoudre une affaire de meurtre classée depuis plus de 30 ans. C'est presque un conte de fées judiciaire. Ouais, c'est le bon côté de la médaille. Et puis, de l'autre côté du miroir, il y a cette meute numérique. Des milliers d'internautes anonymes derrière leurs écrans qui, sur la base d'une vague ressemblance sur une photo complètement floue, vont traquer un étudiant innocent. Une véritable chasse à l'homme. Exactement. Ils vont faire de sa vie et de celle de sa famille un enfer absolu. Deux extrêmes totalement opposés, mais générés par exactement la même force. Ouais, c'est le paradoxe vertigineux de notre époque. Historiquement, l'enquête criminelle, c'est un domaine hyper sanctuarisé. Il faut passer par une école de police, respecter un code de procédure pénale, avoir un mandat. Oui, il y a des règles très strictes. Absolument. Et d'un coup, on réalise que cette porte blindée a été grande ouverte par des millions de citoyens ordinaires. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'on a mis la main sur une enquête massive publiée par Block News en mai 2026. Ça s'appelle Les détectives sans badge. Et quand j'ai lu ce dossier, franchement, j'ai été scotché. À moi aussi, c'est un travail colossal. Oui, ça compile des données de Netflix, du FBI, de Reddit, de NPR, tout ça pour vraiment comprendre ce phénomène du crowdsourcing judiciaire. Les fameux web sleuths, ces détectives amateurs. Voilà, l'investigation participative en somme. C'est ça. La mission de cette exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de comprendre les rouages de cette justice citoyenne. Comment ça marche concrètement et pourquoi ça produit à la fois des miracles et des tragédies d'une brutalité inouïe. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Internet a littéralement supprimé toutes les barrières à l'entrée. Le dossier de Block News met le doigt sur un truc essentiel. Ce transfert de pouvoir s'est fait sans aucun filet de sécurité. Aucun garde-fou, ouais. Rien du tout. Mais avant de parler des dérives, il faut comprendre pourquoi on laisse faire. Pourquoi la société et même parfois les autorités commencent à accorder du crédit à ces foules anonymes. Et la réponse est cruelle de pragmatisme, non? Totalement. C'est parce que face au manque chronique de moyens des forces de l'ordre, la force brute d'Internet produit des résultats. On parle d'un manque de temps, d'effectifs, et soudain on a cet exemple incroyable dans les sources. L'affaire de l'inconnu de Verdun. Ah oui, cette histoire est folle. En 1989, on retrouve le corps d'une femme enterrée, sous X, dans la Meuse, en France. Impossible de l'identifier, l'affaire prend la poussière pendant 30 ans. 30 ans. Et en avril 2020, un certain Bruno entre en scène. Et Bruno n'est pas un profiler du FBI à la retraite. Mais pas du tout. C'est un réceptionniste de nuit. C'est toute la beauté de la chose. Son métier, c'est de donner des clés de chambre à 2 heures du matin, mais pendant ces heures creuses, c'est un passionné de faits divers. Mais comment un type, seul à la réception d'un hôtel, résout un cold case de 30 ans, là où toute la machine judiciaire française a échoué? C'est quoi sa méthode? La méthode, disons que c'est la transversalité et surtout le temps libre, ce que la police n'a tout simplement pas. Bruno s'est dit une chose assez simple au final. Le corps était retrouvé dans la Meuse, donc près des frontières, D'accord. et si cette femme n'était pas française? Donc, il ouvre Google Maps, il calcule les distances avec l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Ensuite, il va éplucher manuellement les bases de données d'avis de recherche de tous ces pays, un par un. Quel travail de fourmi, c'est dingue. Ah oui, des centaines, des milliers d'heures de recherche rébarbative. Il croise les dates de disparition avec la date de découverte du corps. Et il finit par isoler le profil d'une Allemande de 31 ans, disparue en mars 89, Elisabeth Wessels. Et les autorités l'ont cru sur parole? Elles ont fini par l'écouter. Elles exhument le corps, font un test ADN et bingo. 30 ans de mystère résolu par une recherche croisée sur le web. En lisant ça, j'ai eu cette image en tête. C'est comme si la méthode classique de la police, c'était un enquêteur seul au milieu d'un champ immense en pleine nuit qui cherche une aiguille avec une petite lampe de poche. C'est une bonne comparaison. Et le web sleuthing, c'est soudainement 1 million de personnes qui débarquent dans ce même champ et qui allument chacune une allumette. D'un coup, tout le terrain est illuminé. C'est une excellente image. Et on peut même aller un peu plus loin en termes informatiques. C'est du calcul parallèle appliqué à des cerveaux humains. C'est-à-dire? La police procède de manière séquentielle, un dossier après l'autre. La foule numérique, elle, traite des milliers de variables en même temps. Et elle n'apporte pas que du temps, elle apporte aussi des compétences ultra spécialisées. D'accord, pour croiser des cartes sur Google Maps, ça demande surtout de la patience. Mais qu'en est-il des enquêtes qui nécessitent de vraies compétences techniques? Je veux dire, du niveau de la police scientifique.
C'est là que la foule devient redoutable. Prenez l'affaire Luca Magnotta entre 2010 et 2012. Bien avant le meurtre tragique de l'étudiante Jean Lynn, Magnotta publiait des vidéos de torture de chatons en ligne. Des vidéos atroces, oui. Atroce, oui. Et la police canadienne était très lente à réagir au départ. Alors qui a pris le relais? Des activistes de la cause animale sur des groupes Facebook. Et ils n'ont pas juste pleuré ou signé des pétitions. Ils ont fait de l'analyse criminalistique en crowdsourcing. Ils ont même offert une récompense de 5 000 $. Mais comment ça se traduit concrètement de l'analyse criminalistique en crowdsourcing? Image par image. Ils capturaient chaque frame de la vidéo. Quelqu'un dans le groupe reconnaissait la marque d'un aspirateur en arrière-plan, vendu uniquement en Amérique du Nord. Ah ouais, le détail invisible? Exactement. Un autre spécialiste identifiait la race du chat et sa provenance géographique probable. D'autres nettoyaient les images pour lire des bribes de texte sur des paquets de cigarettes froissées ou pour isoler des tatouages. Ils ont assemblé un profil géographique et comportemental d'une précision diabolique. Et c'est ce qui a permis de le retrouver. C'est cette documentation massive qui a poussé Interpol à émettre une notice rouge, menant finalement à son arrestation à Berlin. C'est fou parce que ça montre qu'Internet n'est pas juste un grand forum de discussion, c'est un laboratoire géant. D'ailleurs, les sources parlent aussi du fameux tueur du Zodiac. Ah oui, un cas d'école. En 1969, ce tueur nargue la police américaine avec des codes cryptés. L'un de ces codes, le fameux Z340, a résisté au FBI et aux meilleurs cryptographes du monde pendant un demi-siècle. Et soudain, en décembre 2020, ce code est cassé. Et pas par la NSA, par la foule. Par un mathématicien et 2 ingénieurs amateurs. Oui, sur Reddit. Et là encore, la mécanique est fascinante. Ils n'ont pas juste regardé le papier en fronçant les sourcils. Ils ont modélisé le problème, écrit des logiciels de décryptage spécifiques, et ils ont utilisé la puissance de calcul partagée de la communauté. Pour tester des combinaisons. Voilà, pour tester des centaines de milliers de combinaisons de clés. Ils ont littéralement distribué l'effort de calcul. Et c'est ce qui a permis de révéler le message qui disait I hope you have fun trying to catch me. J'espère que vous vous amusez à essayer de m'attraper. C'est glaçant de lire ça après 50 ans. C'est sûr. Mais la méthode marche. À partir de cette percée, un polytechnicien français, Faisal Ziraoui, a même pu reprendre ses bases mathématiques pour échafauder de nouvelles théories plausibles sur l'identité du tueur. D'accord, donc sur le papier, c'est une sorte de super pouvoir cognitif. On a des millions d'allumettes qui éclairent le champ, on a des ingénieurs, des passionnés, mais, et c'est ce qui m'amène à la partie la plus sombre de cette enquête, il y a cette absence totale de garde-fous. Oui, le revers de la médaille. Quand on a 1 million de personnes avec des allumettes, il suffit d'un mouvement de panique pour que tout le champ prenne feu. Que se passe-t-il quand cette machine, aussi puissante soit-elle, se braque sur la mauvaise cible ? Mais c'est là qu'on plonge dans l'affaire Sunil Tripathi. Et pour comprendre comment la machine s'est complètement enrayée, il faut se remettre dans le contexte psychologique de l'époque. On est le 15 avril 2013. L'attentat du marathon de Boston. Voilà. Le chaos est total, il y a des morts, des blessés, le pays est terrorisé. Face à ce trauma, l'esprit humain ne supporte pas l'incertitude. Il a besoin de reprendre le contrôle, de trouver des coupables, vite. Et donc, la foule numérique s'organise. Un subreddit est créé, R Find Boston Bombers. Trouver les poseurs de bombes de Boston. Tout à fait. En 24 heures, on a plus de 3000 personnes qui rejoignent le groupe pour éplucher frénétiquement les caméras de sécurité de la rue. Mais comment on passe de milliers de personnes qui veulent, entre guillemets, aider, à la destruction de la vie d'un étudiant innocent? Par une combinaison tragique entre une erreur humaine et l'algorithme de Reddit. Le FBI publie des photos des suspects. Elles sont de très mauvaise qualité, vraiment floues. Oui, on ne distingue pas grand-chose. Sur Twitter, un ancien camarade regarde ces photos et dit « Hey, le suspect ressemble à Sunil Tripathi ». Sunil, c'est un étudiant de 22 ans à l'université Brown qui a disparu depuis 4 semaines et sa famille a placardé des avis de recherche partout. Donc le nom commence à circuler. Et puis quelqu'un prend ce tweet, met la photo floue du terroriste à côté de la photo de l'avis de recherche de Sunil et poste ça sur Reddit. Et c'est là que la mécanique technique de la plateforme transforme une théorie foireuse en vérité absolue. Le fameux système des upvotes, les votes positifs. Exactement, le cœur du problème. Le bouton upvote ne vous demande pas si vous allez vérifier cette information. Il mesure l'engagement émotionnel. Plus une théorie choque ou stimule la foule, plus elle est votée.
et l'algorithme propulse ce qui est voté tout en haut de la page. Ça donne une illusion de consensus. C'est ça. Notre cerveau est câblé pour croire que la popularité équivaut à la crédibilité. Si 10 000 personnes ont validé cette photo, on se dit qu'il y en a bien un dans le lot qui a fait des vérifications. Sauf que, personne ne l'a fait. Et le biais cognitif s'en mêle. Dans le rapport de Block News, on lit que des utilisateurs ont commencé à commenter des trucs du genre « Sunil Tripathi ». Ça sonne musulman, ça, non? C'est sûrement lié à l'extrémisme religieux. Alors que c'est complètement faux. Mais oui, la famille n'a absolument rien à en voir avec ça. La foule cherchait un coupable qui rentrait dans son stéréotype du terroriste, et elle l'a inventé. C'est le biais de confirmation à l'état pur. On écarte toutes les incohérences pour faire rentrer la cible dans le récit qu'on s'est construit. C'est là que ça devient vraiment intéressant, et franchement désespérant. Qu'une foule paniquée sur un forum s'emballe à la limite. On peut essayer de comprendre la psychologie de groupe. Oui. Mais on vit dans le monde réel, avec des professionnels de l'information. Comment des journalistes professionnels, dont c'est littéralement le métier de vérifier les faits, ont pu laisser passer ça en se basant sur une simple ressemblance photographique sur Reddit. Si l'on relie cela au contexte global de l'écosystème médiatique de 2013, on comprend le piège. Il y avait une pression concurrentielle démente pour donner un nom en premier. L'algorithme d'Internet avait, d'une certaine manière, prévalidé l'information par la masse. Ils ont vu les upvotes comme une source fiable. Block News cite NBC, BuzzFeed, une boucle de rétroaction toxique. Reddit se lance la rumeur, les médias traditionnels la reprennent et la diffusent, et les utilisateurs de Reddit voient cette diffusion télévisée comme la preuve ultime qu'ils avaient raison. Le résultat, dans la vraie vie, donne la nausée. On est le 19 avril, entre 3h et 4h du matin, Sanjita, la sœur de Sunil, est réveillée par son téléphone. Un cauchemar. Elle reçoit 58 appels de médias en moins d'une heure. Des camions journalistes encerclent leur maison. La famille est en train de vivre l'angoisse terrible de la disparition de leur fils et frère. Et soudain, le monde entier leur hurle qu'il est le terroriste le plus recherché d'Amérique. Alors que la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu le moindre début de preuve physique. Les vrais coupables, les frères Tsarnaev, vont être nommés par les autorités peu après. Mais au milieu de cette tempête, comment un gamin de 22 ans fait pour se défendre contre des millions de personnes et la presse nationale? Il ne l'a pas fait. Et c'est la chute la plus dure de cette histoire. Il ne s'est pas défendu, parce qu'il était déjà mort. Attends, quoi? Son corps a été retrouvé environ une semaine plus tard, dans une rivière. Il s'était suicidé, le 16 mars. Oh mon Dieu! Soit un mois entier avant même que l'attentat du marathon n'ait lieu. Pendant que des millions de détectives du dimanche s'acharnaient sur lui, l'accusé de meurtres aveugles, il n'était même plus de ce monde. C'est glaçant, c'est le niveau zéro de l'humanité. Mais du coup, quand la poussière retombe, quand on découvre que la victime d'Internet était morte depuis un mois, il se passe quoi au niveau légal? Qui est tenu responsable d'avoir détruit cette famille? Le modérateur du forum? Le type qui a posté la photo floue? L'algorithme? C'est le cœur du vide juridique que dénonce le rapport. Judiciairement, la réponse est personne. Dans la vraie vie, la dénonciation calomnieuse classique est pénalisée. Mais tweeter une rumeur anonyme qui est ensuite partagée 5000 fois, ça ne relève d'aucune infraction claire. Il n'y a aucun cadre. Aucun. Le frère du Sunil, Ravi Tripathi, a résumé ça avec une formule implacable. Il a dit « Effet de groupe, plus anonymat égale barbarie ». Le comportement en ligne est totalement déconnecté du respect humain basique. On ne voit plus un être humain. On clique, on partage, on retourne scroller. Et c'est terrifiant de voir que ce n'est même pas limité aux attentats. Les sources mentionnent aussi cette histoire d'hystérie collective sans objet en Europe. Bah oui, l'affaire des animaux tueurs. En Suisse et en France entre 2005 et 2010. Là encore, la mécanique s'emballe. Oui, des milliers de personnes ont traqué en ligne un prétendu tueur en série d'animaux. Des gens diffusaient des portraits robots de suspects innocents, il y a eu une psychose totale. Et l'enquête a prouvé quoi au final? Qu'il s'agissait de morts naturelles et de charognards. Il n'y avait aucun crime, juste une hystérie de masse amplifiée par les réseaux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est le paradoxe ultime. On a démocratisé l'enquête, mais on a oublié de démocratiser la présomption d'innocence. C'est très bien dit. Un tribunal a des règles, un juge, un avocat de la défense. Reddit n'a que des boutons de partage. Cela soulève une question importante sur notre obligation morale. Si l'on compare nos deux histoires, Magnota et Tripathi, contrairement à l'affaire Magnota où la preuve, la vidéo incriminante, précédait l'accusation, l'affaire Tripathi a vu l'accusation fabriquer la preuve. Oui, on a tordu la réalité pour qu'elle colle à la théorie. Exactement.
Et la posture des observateurs est problématique. La journaliste Patricia Touranchot affirme « on rapporte, pas en juge ». Mais même Bruno, notre réceptionniste de Verdun, admet ses propres limites. Il dit « personne ne supervise mes conclusions ». Il est lucide sur le danger de son propre passe-temps. Voilà, il sait que la limite entre l'aide citoyenne et la diffamation ne tient qu'à un fil. Pour résumer cette plongée fascinante, le paradoxe des web sleuths est vraiment vertigineux. D'un côté, le crowdsourcing est indéniablement réel et efficace. Il a permis à un amateur de rendre son nom à Elisabeth Wessel après 30 ans. Ce n'est pas rien. Non, c'est énorme. Mais de l'autre, cette même machine est capable d'une cruauté dévastatrice et incontrôlable. Elle broie des innocents comme Sunil Tripathi avec une force qu'aucun juge n'autoriserait jamais. Le tout dans l'impunité la plus totale. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce phénomène prospère grâce à l'appétit du grand public pour les faits divers. C'est vrai. Le dossier mentionne la série Hulu, Only Murders in the Building, avec plus de 20 millions de vues. Ça parodie ce genre de podcast d'amateurs. Le public consomme ces récits en permanence, rendant la frontière entre la recherche pour aider et la chasse aux sorcières extrêmement floue. On consomme le mystère comme un jeu, ce qui m'amène à une dernière réflexion pour conclure. Puisque les plateformes numériques et leurs algorithmes sont fondamentalement conçus pour récompenser le sensationnalisme, l'indignation et l'engagement émotionnel à court terme, Oui, c'est leur modèle économique. alors est-il seulement possible, d'un point de vue technologique, de créer un jour un espace de justice citoyenne qui privilégierait la vérité ennuyeuse des faits plutôt que le frisson enivrant de la chasse aux nivelles? Vaste question. Ça demanderait de repenser entièrement la façon dont on interagit en ligne. Et voilà, c'est une question qu'on vous laisse méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très vite pour une nouvelle exploration.